micro, s'il vous plaît. Qui restera pour marquer un but. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons donc faire une petite introduction en NumPy et puis une petite introduction en Panda. Donc je vais faire de mon mieux pour que nous puissions gagner aussi en temps pour ce qui est de cela. Donc c'est pour cela que vous aurez des codes en fait déjà préparés. Alors, donc ce que nous devons noter, c'est que généralement, quand nous travaillons dans le data science, nous manipulons en fait des tableaux, nous manipulons des matrices. Et pour cela, Python donc a des librairies, des bibliothèques qui permettent et qui facilitent ces manipulations-là. Et parmi les librairies des bases, donc pour la plupart, déjà quand on commence dans les data science, c'est qu'on commence par manipuler NumPy, c'est-à-dire pour gérer des matrices, gérer des vecteurs. Et puis après, on va vers Pandas qui nous permet de manipuler comment dire, les data frames ou des bases de données en général. Alors, donc on va parcourir les quelques éléments de NumPy et puis nous allons aller vers Pandas. Alors, donc, premier élément, je crois, lorsque nous devons appeler une librairie, c'est-à-dire lorsque nous devons utiliser une librairie, quand on parle de la librairie NumPy, pour l'utiliser, la première chose à faire, c'est qu'il faut l'importer. Et une librairie, telle que nous le connaissons déjà, c'est un ensemble de fonctions. Mais voilà, qu'on met dans un paquet, eh bien, lorsqu'on aura besoin de ces paquets-là, pour nous, il nous suffira donc tout simplement de ramener cela. Et ça, c'est qu'on appelle l'importation, en fait, de la librairie. Et là, donc, le premier élément ici, pour ce qui est des NumPy, on va faire import NumPy as NP. C'est-à-dire, on sera en train d'appeler NumPy, à chaque fois qu'on va utiliser NumPy, on sera en train d'utiliser NP pour représenter NumPy. Comme ça, on ne va pas trimballer le grand nom tout le temps. Alors, c'est le premier élément que nous avons par rapport à NumPy. J'ai parlé donc comment dire, j'ai parlé de matrice. Et ici, nous allons comprendre que on a parlé la fois passée de variables, je crois. Et la première chose à faire, c'est toujours avoir les noms d'une variable que l'on veut. Et ici, la première, moi je vais parler donc, on va parler de la création des vecteurs. Donc comprenez que je pourrais utiliser les codes qui se trouvent juste en bas, mais là, on va créer notre premier vecteur parce qu'on a dit qu'on sera en train de manipuler les vecteurs. Et ici, là, on va parler des NumPy. Et là, on demande donc de nous créer un vecteur. Ça, c'est ce qu'on appelle un array. Et ça, ici, la fois passée, je me rappelle qu'on a parlé des listes. Là, j'utilise tout simplement une liste, mais je mets en fait les éléments, l'élément array pour spécifier que ce sera donc une matrice, ça ne sera plus seulement une liste, un liste plutôt, une liste, pardon. Et là, j'exécute et j'essaie de voir en fait la structure et je crois que là, je peux regarder, je crois, le type, minute, voilà. Et là, on voit que c'est NumPy data array. Et là, c'est ce qu'on a dit donc, le premier élément qu'on aura donc, sera donc, c'est pour dire un vecteur, c'est pour dire une matrice. Alors, il y a plusieurs manières de générer les matrices avec NumPy. Et ces éléments-là impliquent donc
il a, comment dire, généré deux matrices des fois nulles, parce que des fois, lorsqu'on fait des opérations, on a besoin des matrices nulles, des fois, on a besoin des matrices unitaires, c'est-à-dire où nous avons que de un. Et comme je l'ai dit, Panda, plutôt NumPy, il prévoit déjà en fait tous ces éléments-là. Et tout ce que nous, on a à faire, on a à spécifier c'est quoi la dimension. Et quand ici je parle de dimension, donc il s'agit de lignes et des colonnes. Donc pour chaque type de matrice, là je vais continuer donc avec nos exemples ici. Pour chaque type de matrice que l'on veut faire, que l'on veut créer, on doit donc préciser en fait c'est quoi la taille et quand on parle de taille, cela implique donc que l'on définit c'est quoi le nombre de lignes et le nombre de colonnes que l'on souhaite avoir. Et donc ici, je vais donc avec le tableau 2 ici. Et là, je dis tout simplement que j'aurai donc deux lignes et trois colonnes. Donc je précise, ça c'est ce qu'on appelle la dimension. Et ici, là, on parle des zéros, c'est-à-dire ce sera une matrice des zéros, c'est-à-dire qui contient que des zéros, une matrice nulle et pour lequel on aura deux lignes et trois colonnes. Alors, je tourne cela et comme toujours, une fois que vous avez fait euh, créer une variable, on peut visualiser ce que ça donne. Et là, je vois donc, j'ai deux lignes et trois colonnes. Alors, pareillement, nous avons une matrice de un, des fois qu'on utilise pour des opérations de multiplication. Généralement, on crée des matrices de un. Et là, j'ai donc une matrice qui comprend le un. Et là, j'ai donc deux lignes et trois colonnes. Alors, maintenant, lorsque nous sommes dans le data science en général, ben, des fois, on est porté à faire ou à générer des données de manière aléatoire. Et pour générer des données de manière aléatoire, eh bien, Python, avec son paquet NumPy, prévoit déjà cela. Donc, il prévoit déjà des outils qu'on appelle random. Et le random, ça, c'est tout simplement aléatoire. Ça veut dire aléatoire. Alors, on pourrait générer de manière aléatoire comment dire, des valeurs, euh, des floats, comment dire, des valeurs réelles. On pourrait générer des valeurs euh, entières. Et ici, généralement, la distribution que l'on veut avoir, si on veut avoir par exemple une distribution normale, ben, je ne vais pas donner les cours de statistiques ici, mais comprenez que généralement, pour manipuler certains outils, par exemple le PCA ou les autres outils, généralement, on a besoin des distributions qui sont bien spécifiques, des distributions de fois normales, des distributions uniformes. Et ici, pour générer tous ces types de distributions, en fait, nous avons des outils qui nous permettent de faire cela. Et la différence, vous allez voir que c'est tout simplement juste sur le random n ici. Normalement np, puis random pour dire aléatoire. Et puis ça, c'est pour le type de distribution que l'on veut avoir en fait. Et ici, je vais voir. Et si on veut visualiser ce que ça donne, eh ben, là, je trouve que, voilà, j'ai une distribution normale. Donc, ce sont des éléments qui sont créés de manière aléatoire. Et là, si je retourne ceci, je trouve que ça change. Voilà, et donc, c'est, ça, c'est une distribution normale. Donc, après ceci, il y a donc la distribution uniforme. Et pour ça, il suffit tout simplement, donc on enlève le n sur la partie, la partie ici, donc le rand, donc on garde la partie aléatoire, mais là on enlève le n pour que on revienne à une distribution uniforme. Alors, je vais voir ici.
Parfait. Alors, ça, c'est tout simplement de matrices particulières, en fait, où vous avez des données qui sont uniformément distribuées. Et puis, on peut donc générer des matrices avec que des entiers. Donc, je prends. Et ça, et comme je l'ai dit au départ, NP, NumPy, random, pour dire aléatoire, et puis là, juste le type, les distributions que nous voulons. Et ici, là, ça me donne donc. Et là, j'ai donc une matrice des entiers. Et pour cette matrice ici, il nous est donc simplement demandé de spécifier en fait la valeur maximale, la valeur minimale. Et après ça, vous définissez en fait la taille. Eh bien, ici par exemple, donc je crois, si je sais ici par exemple avec 20, alors là, je vais voir que ça prend des valeurs entre 0 et 20 et ça les range de manière aléatoire dans ma matrice. Bien, alors, ça c'est le premier élément relatif en NumPy. Eh bien, euh, voilà. Alors, après ça, donc, on a parlé de la, la matrice que moi j'ai appelée unitaire, c'est-à-dire avec de 1. Et puis, il y a le eye ici. Normalement, c'est l'œil. Et quand on dit œil ici, normalement en algèbre linéaire, ça c'est juste simplement pour parler de la matrice identité. Et ça, je crois qu'en mettant juste float, normalement, on a juste changé le type de variable. Euh, Comment dire, au lieu d'avoir juste des entiers par ici, sauf si je me trompe. Normalement, nous avons des valeurs réelles. Donc là, si je vois ici, tableau, je crois que l'on a parlé des types de variables dans la session qui précédait. Donc ici, le un point, c'est juste simplement pour dire que voilà, on transforme les valeurs entières en valeurs réelles. Et puis, après ça, nous avons donc un autre type de matrice que l'on appelle matrice identité. Et ça, nous savons généralement lorsque on cherche les valeurs propres pour, comment dire, oui, les valeurs propres pour faire la décomposition matricielle, par exemple. Je crois que dans nos sessions, peut-être l'année prochaine ou même cette année, on aura peut-être à parler des fois de PCA et ainsi de suite. Et de fois là, on est porté à faire une décomposition et où on utilise en fait les matrices identitaires. Et là, une matrice identitaire, c'est tout simplement une matrice qui a le un sur la colonne et pas la colonne plutôt, mais la diagonale, sorry. Et pour ça, euh, normalement, voilà. OK. Si je vois que ici, pas besoin de ça. Parfait. Et donc, là, j'ai donc une matrice qui contient donc un sur la colonne qu'on appelle une matrice identité. Et ça vous bon, pour ceux qui ont eu la chance de faire un peu d'algèbre linéaire, donc des fois lorsque vous devez euh, composer en fait une matrice avec son inverse, eh bien pour résoudre, des fois on avait besoin de créer une matrice identitaire ou matrice identité qui permettait en fait d'utiliser les différentes méthodes en fait de recherche d'inverse de matrice. Eh bien, à part ça, donc, on a déjà parlé de la transformation. Si vous vous rappelez, le rand n ici, je crois on a parlé pour la création de matrices, mais qui contiennent en fait une distribution normale.
Et là, ici, on augmente simplement, c'est-à-dire on spécifie tout simplement le type de valeur que nous avons. Quand on met float, ça c'est tout simplement pour dire que nous voulons en fait avoir deux réels. Donc les valeurs doivent être considérées comme deux réels. Bien. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit, comme c'est aléatoire, donc si vous tournez, alors vous aurez les valeurs qui changent. Ben, je ne sais pas si c'est prévu ici, mais peut-être plus tard, on pourra parler ou lorsqu'on va introduire l'autre librairie, peut-être qu'on pourra parler de seed qui permet de fois de faciliter la conservation d'une génération aléatoire des valeurs. Alors, vient en fait d'autres fonctions. Donc, par ici, la fonction que nous venons de découvrir ici, ça c'est tout simplement la fonction random de NumPy qui nous permet effectivement de générer des matrices des différentes, euh, comment dire, des différentes distributions. Voilà. Alors, et ici, bien sûr, on est en train d'utiliser 2 3 comme dimension. Comprenez que on peut avoir plus que la dimension 2 3. Donc, si je peux me permettre, par ici, peut-être, juste un exemple. Donc, là, je peux appeler ça 9'. Et là, donc, comme je l'ai dit, j'ai choisi tout simplement le nombre de lignes et nombre de colonnes. J'appelle ça 9'. Et si je visualise ceci. Bien, généralement, on n'est pas toujours obligé de mettre le print lorsqu'on on veut visualiser. On peut tout simplement exécuter en fait le nom de la variable et ça nous permet donc d'avoir. Donc, on peut manipuler en fait notre vecteur, comment dire, notre matrice autant que l'on veut. Eh bien, ok. Avant donc de partir, ok, bien. Alors, là, je vais donc introduire deux autres fonctions à part random. Ça, c'est maintenant la fonction euh, lins- linspace. Et ici, c'est aussi une fonction qui nous permet de générer en fait des valeurs entre deux réels. Et donc là, je vois par exemple, donc entre 1 et 10, je demande qu'on puisse me générer 10 valeurs. Je prépare ici ça. OK. Alors, ça, c'est un vecteur que je viens de créer. Et ici aussi, je crois que, OK. Voilà. Donc là, je viens de créer donc un vecteur. Et là, avec linspace, je demande tout simplement de m'introduire autant de valeurs entre une valeur initiale et une valeur finale. Donc là, je dis, bien, entre 1 et 10, génère-moi 15 valeurs. Alors, pour la plupart des processus, des fois, on a besoin pour des expérimentations, on a besoin en fait de générer de valeurs de manière aléatoire ou de manière constante. Et là, on se permet en fait d'utiliser cette fonction ici qui peut nous faciliter de générer autant des valeurs ou une suite de valeurs entre deux extrêmes. Donc ça, c'est la fonction lenspace. Alors, nous avons une fonction qui fait pratiquement la même chose aussi. Ça, c'est la fonction arrange. Et ça, je le mets ici. Alors, la fonction arrange, eh bien, généralement, je suis en train de partir un peu plus vite, mais ce que je voulais signifier, c'est qu'actuellement, avec les différents outils qu'on utilise,
comme VS Code ou je crois même Jupyter lui-même, en fait, lorsque vous avez une fonction d'une librairie quelconque, eh bien, vous savez voir comment l'utiliser et à quoi ça sert. Donc, à chaque fois que vous avez appelé une librairie, eh bien, vous pouvez toujours avoir la facilité de savoir comment ça marche. Et là, ça explique en fait tout ce qui est fait en fait par la fonction que vous avez appelée. Et ici, donc, nous avons un range. Eh bien, un range, ici, on va visualiser ce que ça nous donne aussi. C'est 11. Voilà, ça me dit que c'est 0. C'est pas pour moi ici. Mhm. Alors, là, donc, Vous pouvez euh, une minute, attends, je crois que, sauf si je me trompe, laisse-moi voir, je crois que normalement c'est comme ça que ça devait marcher. Parfait. Alors, voilà. Donc, pour ce qui est des arrange, mhm, ok. Donc, ici, sauf si je me... Il y a quelqu'un qui parle? Voilà. Donc, ce que je disais, donc la fonction arrange, voilà, il faut signifier, donc là, j'ai dit juste le nombre, et là, ça prend donc, quand je mets 10 donc ça prend de 0 à 9, donc ça prend 10 valeurs en fait, et donc de 0 à 9. Si je prends, je crois que si je sais avec ça, je peux voir ce que ça va donner. Je prends P arrange, et que je prenne plus 10 et que je prenne 3. Attends, je vais voir. Ah, ok. Qu'est-ce qu'ils me disent? Oublié. Voilà. Donc là, je rappelle toujours qu'à chaque fois que vous avez une erreur, toujours vous rassurer que vous avez lu en fait ce qui est indiqué en bas. Voilà. Alors là, je viens donc effectivement de mettre. Ah bah, là, je comprends pourquoi ça n'a pas marché lorsque nous avions np.arrange, parce que là, ce n'est pas en fait que l'on met. Et là, quand on a mis de 1 jusqu'à 10 et que l'on a mis 10 comme pas, effectivement, voilà, ça prend juste une valeur. Mais là, vous pouvez donc changer le pas autant que vous voulez. Voilà. Et donc là, je peux mettre 1. Et ça, c'est, voilà, si je mets 5, voilà. Donc, ici, nous avons donc la valeur initiale, la valeur finale, et là, on précise en fait c'est quoi le pas. D'accord? Donc, si on se rappelle de nos suites arithmétiques, donc là, nous avons en fait le pas, la valeur initiale, la valeur finale et le pas. Et voilà, pour l'exemple que nous avions, c'était 0. Et avec 10, eh bien, ça a donné 0 parce que entre 0 et 10, ben, si on doit mettre une autre valeur, tel que euh, 0 plus 10 puisse se trouver entre 0 et 10, eh bien, c'est simplement 0. Voilà. C'est en fait les quelques fonctions. Et comme je l'ai dit, donc le NP arrange ici. Donc ça, je peux donc redéfinir ça ici. Je peux mettre un 10 et je mets 2. Voilà. Et là donc, nous avons tout simplement une suite arithmétique de, voilà, de pas 2. Ok, bien. Alors, donc ici, pour une petite récapitulation,
Donc là, j'ai parlé donc de la fonction, plutôt du paquet NumPy, et qu'on sera en train d'appeler par NP. Et quand je dis NP, ici, on peut mettre n'importe quel nom, mais généralement, pour simplifier les choses, on utilise NP pour le N, de N ici et les P là-bas. Vous allez voir, même pour Panda, on va prendre P et D. On peut mettre n'importe quoi. C'est tout simplement pour simplifier euh, comment dire, l'élément qu'on sera en train d'utiliser à chaque fois. Et NumPy, on a dit que c'est un paquet qui contient autant de fonctions. Et ces fonctions-là, en fait, vous permettent de, comment dire, de créer des matrices ou de manipuler des matrices. Et donc là, plus particulièrement pardon, des notions d'algèbre linéaire où d'ailleurs généralement on discute des questions de matrices. Et quand on parle des matrices, j'ai dit c'est quoi en fait l'objectif, c'est que plus tard on verra que toutes les bases des données qu'on sera en train d'utiliser pourront être considérées ou sont considérées comme des matrices pour les calculs lorsque nous serons en train de faire le machine learning de manière avancée. Alors, donc là, j'ai dit, donc, nous avons l'ensemble de fonctions. Et là, l'une des fonctions, c'est la fonction array qui lui permet tout simplement d'avoir des vecteurs comme cela. Et puis, nous avons, euh, voilà, la fonction 0 qui nous permet de créer une matrice avec des zéros. Les ones qui nous permet de créer une matrice avec le un. Et ça, généralement, on les utilise pour soit l'addition matricielle, ici, soit pour la multiplication matricielle. Et donc, après ça, on a parlé des euh, euh, différentes fonctions, en fait, qui nous permettent de générer de manière aléatoire certaines matrices. Et là, nous avons pour une distribution normale, on définit tout simplement euh, cela déjà dans dans NumPy, donc nous avons d'abord la fonction random et puis nous avons une autre fonction. Donc dans random ou dans la classe random, nous avons une fonction random n pour le normal, rand seulement pour distribution uniforme, et puis nous avons les rand int pour les integers ou pour les entiers. Et puis, comme on l'a dit, on peut toujours spécifier les types de variables, comme si on veut que ce soit euh, en fait, comment dire, si on veut que ce soit un entier, que ce soit un réel, que ce soit un complexe, tout cela, on définit à partir de d-type. Donc, on peut toujours augmenter cela. Mais par défaut, ici, ça va créer donc des réels. Alors, à part ça, on a parlé des deux autres fonctions capitales. Et généralement, je crois que dans la programmation, si je me rappelle bien, l'une des sessions qu'on a eues, où on a initié, par exemple, l'utilisation de for, et eh bien, là, on peut se décider de naviguer dans un vecteur qui contient une série de nombres. Et là, on peut donc définir la fonction linspace qui vous permet de générer des valeurs entre une valeur initiale et une valeur finale, et vous définissez le nombre de valeurs que vous voulez, et automatiquement, l'outil va générer en fait ces valeurs entre 1 et 10. Alors, on a parlé de la fonction arrange, qui va donc générer des entiers, mais qui sont entre deux extrêmes, et là, on doit donc définir ce quoi le pas. La différence qu'il y a entre NP et linspace, c'est que ici, vous définissez les nombres d'entités que vous voulez avoir entre 9 et 10. Et puis, pour arrange, vous définissez en fait c'est quoi les pas, c'est quoi la différence qu'il y aura entre pour quitter d'une valeur à la suivante. Bien. Alors, par ici, euh, l'on a donc déterminé euh, une différence que j'espère que nous allons donc voir très clairement dans la manipulation des codes, mais la différence qu'il y a entre les tableaux NumPy, c'est-à-dire les matrices, et les séquences des Python, des séquences standards, et généralement donc des listes, ainsi de suite. Eh bien,
Euh, voilà. Alors, ces différences ici est liée à plusieurs éléments. Donc, et moi, l'élément que je vais prendre, en fait, les plus essentiels, sera beaucoup plus sur l'espace que les éléments occupent, en fait, lorsqu'on utilise, par exemple, on se décide d'utiliser une liste ou lorsqu'on se décide d'utiliser une matrice pour les opérations. Alors, ici, je crois que nous avons juste un test de rapidité. Euh, voilà. Je crois que nous avons eu l'occasion de... Désolé Albert, il y a quelqu'un qui demande si c'est possible de zoomer un peu. Ah, si je peux zoomer. Ok. Je peux zoomer. Check. Voilà. Alors, je crois que ça, c'est voilà, c'est très lisible. Alors, alors ici, c'est écrit que donc les tableaux NumPy, ils ont une taille fixe à la création, contrairement aux listes qui sont dynamiques. Bien, moi en tout cas, la partie qui va beaucoup plus m'intéresser, c'est sur les opérations et les temps d'exécution. Et pourquoi? Parce que généralement, lorsque l'on parle en fait des calculs matriciels, en fait, ce qui importe de fois, c'est aussi la complexité en fait, qui de fois est compte en fait du temps que l'on a pour effectuer ou exécuter une opération ou un calcul, mais aussi l'espace que cela prend, pardon, lorsque, comment dire, sur notre disque. Parce que si on doit manipuler des matrices, imaginez-vous que nous devons manipuler des milliers de données, eh bien, les matrices sont en fait les, comment dire, sont les outils les plus recommandés pour faire des opérations, particulièrement ici dans le domaine de data science. Alors, ici, voilà, je vois que des nombres sont gigantesques, mais ça, je crois que c'est juste pour raison de voir le temps que ça prend pour exécuter. OK, minute. En fait, je ne vais pas imprimer les tableaux ici parce que là, je vois que c'est pratiquement à l'ordre des millions. Et donc, on va tout simplement faire une petite opération ici. Essayer de voir. J'espère que ça va pas prendre très longtemps. Parfait. Alors, donc là, j'ai donc, je vois que c'est ça, c'est une utilisation déjà des listes qui étaient déjà annoncées dans les sessions précédentes. Eh bien, donc, ici, ça, c'est ce qu'on appelle list comprehension. Donc, voilà, donc ici, on va prendre des valeurs de i, donc dans 10 000, et voilà, entre, je crois, un million plutôt, un million et 2 millions. Alors, ici, je crois que l'intérêt, c'était beaucoup plus pour voir le temps d'exécution, minutes. Voilà. Donc, ok, ça c'est normalement ce qu'on appelle en programmation, on appelle ça les real-time factors. Donc, ça nous permet en fait tout simplement de voir les temps d'exécution d'un code. Et je vois que ici, euh, voilà, nous avions donc une liste, une première liste. Nous avons une deuxième liste. Et là, nous avons une liste vide. Eh bien, ici, voilà, donc l'auteur, ici donc je parle de l'ingénieur Boulangachane, il a voulu donc voir le temps que ça prend pour exécuter l'opération ici d'addition, parce que là, il a additionné, je crois, le premier tableau et comment dire, les éléments de la première liste et c'est de la deuxième liste. Et là, on voit que ça a pris donc
combien de minutes ici? Ça. Ça nous a donc pris 3,77 secondes pour exécuter en fait cette opération ici. Alors, la même opération, il tente la même opération en utilisant euh, NumPy, c'est-à-dire, on a déjà parlé des arrange. Donc là, ça va donc nous générer 1 million de valeurs. Là aussi, je crois que ce sera aussi 1 million de valeurs. Et puis, la même chose, je fais ceci pour éviter de confusion. Hein. Alors, là, donc, je mets toujours au début de la fonction ou du code pour lequel je veux voir en fait le temps d'exécution. Je définis tout simplement time, ça c'est le temps, temps du début, temps de la fin. Et donc, là encore, je tourne et là, je vais voir ce que ça donne. Ok, donc ici, je dois mettre 1, temps du début, temps de la fin. Ok, sorry. Voilà. Alors, je crois que ici, l'élément que euh, l'auteur en fait voulait montrer, ça, et ça c'est, on a donné en fait l'avantage en fait d'utiliser les arrays, c'est-à-dire les vecteurs, d'utiliser NumPy à la place des listes, c'est que la même opération a été exécutée à deux temps différents. C'est que ici, par exemple, on voit que ça nous a pris plus de 3, pratiquement 4 secondes pour exécuter le, l'opération d'addition ici. Et la même opération, ça vient de nous prendre pratiquement que de millisecondes. Donc, l'utilisation en fait de NumPy est importante. Et d'ailleurs, je crois que c'est pour cela comment dire, le modérateur, ils ont permis que nous puissions d'ailleurs parler de ça parce qu'ils savent que c'est important. Donc, minute, parfait. Voilà. Alors, donc, du point de vue du timing, l'utilisation comment dire, de NumPy est plus efficient que l'utilisation de listes, simplement, surtout lorsqu'il s'agit des opérations matricielles. Alors, la même opération, on peut aussi la tester du point de vue de l'espace. Et là, tout simplement, oh, sorry. C'est- Voilà, donc, normalement, là, on regarde, donc, on importe le paquet 6 pour nous permettre, en fait, d'atteindre notre système. Et puis, là, OK. On va voir ce que ça donne. Alors, on voit qu'une liste, par exemple, qui comprend ici, ça, c'est 10 000 valeurs. Voilà. Je mets 1 million ici, voir ce que ça donne. Voilà. Alors, ça occupe cet espace. C'est pratiquement. Mhm. Donc, oui, c'est immense. Alors, si on prend la même valeur, ça, c'est pratiquement combien de bits? C'est pratiquement 8 millions 450 bits. Alors, on essaye avec NumPy. Et là, on trouve que nous sommes pratiquement parce que c'est 4 112 000, donc pratiquement la moitié. Tout cela pour montrer en fait que c'est pas essentiel, mais disons que c'est important pour un coding efficient d'utiliser en fait les matrices à la place des listes, surtout lorsqu'il s'agira des opérations matricielles. Alors, viennent maintenant d'autres fonctions. Et parmi ces fonctions, nous avons donc la fonction size et la fonction shape. Et ça, on va voir tout de suite ce que cela donne. Donc, il y a la fonction shape qui nous donne la dimension. Et la fonction size, ça compte, je crois, les éléments dans la matrice. Mais je crois que... Attendez, je vais voir. Une minute. Voilà. Alors,
Je suis en train de voir si nous pouvons... Ok, ok, ok. Sorry. Voilà, donc ici, le premier élément, donc là nous avons donc un tableau, un autre tableau, c'est-à-dire notre matrice, pour lequel nous avons quatre lignes et trois colonnes. Mais des fois, on serait en train de manipuler des matrices en fait très gigantesques que vous ne serez pas en train de voir tout de suite en fait les valeurs qu'il y a. Et là, il suffira tout simplement de regarder en fait c'est quoi la dimension. Et ici donc en shape, voilà. Donc là, ça me dit en fait c'est quoi la dimension. Et puis je tente avec size aussi. Je tableau 9, tableau 19. Et là, je sais avec size. Voilà, donc là, j'ai donc le shape qui me donne en fait le, la dimension et le size qui me donne tout simplement le nombre de valeurs que nous avons dans euh, que nous avons dans notre matrice. Neat. Voilà. Alors, bien. Donc, un autre élément ici, donc là, c'est tout simplement la taille. Au fait, je crois que j'ai parlé de comment générer en fait des matrices en utilisant genre, tout simplement genre, on a montré comment générer un vecteur, mais on peut aussi générer en fait une matrice non pas seulement de manière aléatoire comme ça, mais aussi en utilisant les mêmes listes que nous avions avant. Ben, je ne sais pas si cela vient en bas, mais je préfère en parler ici. Donc, je vais parler. Donc, on va considérer deux listes. Je peux liste un et liste un. Je vais mettre des valeurs. Un, 2, 3. Puis liste 2. Liste 2. Et valeur 4, 3, 4, 5, 6, par exemple. Et puis, je crois que nous pouvons créer, je me trompe, avec NP, array, qui je mets ça, et puis ça. Je vais mettre liste 1 ici, puis liste 2. Perfect. Voilà. Alors là, je crois que cela me permet en fait d'avoir une matrice en fait
moi-même. Donc, cette fois, c'est pas une matrice aléatoire parce que au départ, on a montré que les différentes matrices, en fait, il y avait les différentes fonctions qui nous permettaient de créer comment dire, des matrices. Mais ici, vous devez donc comprendre que il vous suffit donc d'avoir des éléments compatibles. Je crois, c'est rassuré que les listes que vous mettez ont en fait, je crois, le même nombre de colonnes. Sauf si je me trompe. Alors, ici donc, comme on a dit, on peut toujours regarder le shape et si on veut, on peut regarder aussi euh, le size. Et ça, donc, vous pouvez créer autant de matrices. Ben, là, je viens juste de décrire liste 1, liste 2, mais là, donc, vous devez comprendre que cela implique que lorsque vous voulez créer votre propre matrice, il vous suffira donc tout simplement de mettre NP array. Alors, je crois que là, ça. Alors, vous mettez juste différentes listes là. Quatre, par exemple. Et chaque liste, en fait, sera superposée, en fait, genre de manière horizontale. Et là, je prends donc 3, 5, 5, 6, voilà, là-bas. Alors, je peux toujours augmenter. Et là, je vais mettre une erreur de manière exprès, voir ce que ça donne. Et là, on me dit, voilà, donc, il y a problème d'homogénéité. Et là, parce que vous voyez, j'ai un width 3 et donc, c'est pas conforme en fait. Genre, il y aura normalement une case qui sera vide. Donc, pour ça, il faut tout simplement compléter. Et là, j'ai donc une autre matrice et on peut en créer autant que l'on veut. Voilà. C'est tout simplement pour dire que voilà, pour créer votre matrice, il vous suffit tout simplement donc d'avoir une liste de listes, mais dans laquelle vous utilisez donc, pour laquelle vous appliquez en fait la fonction nparray pour transformer cela en vecteur ou en matrice. Bien. Alors, il y a quelques éléments intéressants lorsqu'on manipule les matrices. Et parmi ceux-là, eh bien, généralement, quand on le fait tout de suite comme ça, on a comme l'impression ben, que c'est pas très très important, mais lorsque l'on fait, par exemple, les, le calcul des convolutions, les CNN, ainsi de suite, vous verrez que c'est très important des fonctions ici de calcul matriciel. En fait, parmi ces fonctions, nous avons donc la fonction reshape. Ça nous permet donc de redimensionner notre base de données ou de redimensionner notre euh, matrice pour faciliter telle ou telle autre opération. Il y a la fonction euh, Ravel, il y a la fonction squeeze qui permet en fait de diminuer, je crois, la dimension si je me trompe. Et puis il y a la fonction concatenate qui permet en fait de mettre ensemble deux matrices ou deux tableaux. Alors, ici donc l'exemple c'est toujours avec les 0, 0. On a vu, on peut prendre n'importe quel exemple pour y aller. Et là, nous avions donc 2, 3. C'était ça la forme initiale. Et ici, on peut donc changer la forme en 3, 2, c'est-à-dire reshape, c'est-à-dire on reformule en fait notre tableau avec une dimension 3,2. Et ça, c'était donc 2,3. On amène ça donc à 3,2. Donc, on avait deux lignes et trois colonnes. On peut rendre cela trois lignes et deux colonnes. Voilà. Alors, ceci. OK. Alors, on va essayer un peu quelque chose avec Reshape. On va trouver ici.
Alors, on va utiliser notre array 1, je crois. Voilà. Alors, si on regarde shape ici, shape, on voit que c'est 3 4 et donc, je fais array 2. Ça, je peux tout simplement dire que c'est array 1. Et là, on va donc reshape. Eh bien, là, on va dire donc, tron, et, est-ce que, une minute. Voilà. Donc, là, ça, attends, je vais mettre R1 ici, comme ça, on va voir le mode comparaison. Bien. Donc là, on avait donc 1, 2, 3, 4. Alors, ici, la forme, c'était donc les shapes, si vous vous rappelez. Shape pour R1, c'était 3 4. Donc 3 lignes et 4 colonnes. Alors, lorsque je reshape, en fait, ça change tout simplement cette formulation là-bas. Et donc, je vais tenter un truc ici pour que je puisse parler de quelque chose d'autre. Alors, array 3, ça c'est toujours avec les reshapes. Je prends que c'est array 1, 2. Je vais devoir reshape. Puis, si je vois, essayer de voir. Voilà. Alors, 2 6, array 3. Parfait. Alors, j'essaie quelque chose de très aléatoire, puis j'espère que ça va nous amener une erreur. En fait, ça c'est pour dire, vous avez donc la taille qui est de 12, et donc lorsque vous voulez faire les reshapes, eh ben, il faudra vous rassurer que vous avez en fait des diviseurs de 12. Et non, pas des diviseurs de 12. En fait, comment on appelle ça? C'est les PGCD ou je sais pas, je me rappelle pas. Mais il faut se rassurer que, en fait, ici, lorsque vous multipliez en fait 4 et 6, vous avez 24. Et donc, c'est impossible de transformer une matrice à 12 valeurs à une matrice de 24 valeurs. Donc, ici, je crois, les seuls éléments que nous pouvons avoir, ça peut être par exemple de 6. On peut avoir 4 3. On peut avoir en fait tous les éléments là-bas qui sont en fait des, des diviseurs, c'est-à-dire pour lesquels en fait, lorsque vous faites le produit, vous avez, donc c'est le PGCD, si, à moins que je ne me trompe. Je sais pas comment ça s'appelle encore. Alors, voilà. Donc, ça, c'est pour la fonction reshape. Et la fonction reshape, elle est intéressante parce que cela vous permet, lorsque vous faites la multiplication matricielle, si vous vous rappelez très bien, normalement, c'est, là, vous avez la formule ligne-colonne, la méthode LICO, et il y a certaines opérations qui sont impossibles sous certaines formes, et vous êtes porté donc à rechanger en fait le shape pour que l'opération soit possible. Vous avez donc la fonction reveal qui vous permet donc d'aplanir, donc de transformer la matrice en vecteur. Et donc, on va tenter ça aussi avec array 3 et voir ce que ça donne. Reveal. Et là, voilà, donc ça nous permet en fait d'aplanir les valeurs que nous avons dans la matrice. Alors, donc on a parlé des reshapes et voilà. Alors, ici, quelque chose d'intéressant, c'est que euh, l'on nous dit, sorry, ici, on nous dit donc, effectivement, on fait tout simplement encore les reshapes
Et là, ça, c'est tout simplement un vecteur. Donc, quand vous voyez généralement que vous voyez un shape qui vous donne 10, j'avais déjà parlé de ceci. Ça, je l'ai annoncé juste ici lorsque je créais la matrice array. Doucement, doucement. Voilà. C'était où est-ce que je crée la matrice? Ici, en array 1. Donc, voilà. Je me rappelle pas où est-ce que voilà. Par ici. Donc, ici, NP array, donc je dis que nous pouvons donc créer un vecteur ou une matrice en utilisant des listes, la liste des listes, et en utilisant tout simplement la fonction NP array. Alors, si on fait l'élément qui commence par ici, voilà. OK. Donc, là, c'est tout simplement la même chose. Donc, nous avons le tableau 21 et ça crée tout simplement des valeurs carrées. Là, utilise donc la liste compréhensive, comprehension list, on en a parlé. Et ici, donc, ça sera une liste qui va contenir des carrés pour des valeurs qui sont comprises entre 1 et 11. Ça, je peux mettre ici pour que nous tous on puisse voir. Ce tableau ici, tableau 21. Alors, là, j'ai donc ces valeurs là-bas. Et donc, vous pouvez en avoir autant de listes que vous voulez. Eh bien, il suffira tout simplement de vous rassurer que, donc ça, c'est tout simplement pour dire la liste de carrés. Donc, plutôt une matrice qui contient des valeurs carrées. Et là, vous pouvez donc mettre autant de listes que vous voulez. Je crois que, bon, si je peux mettre un truc ici, laisse-moi voir. Je peux mettre la même chose. Je mets des cubes. Or, I am in a range. Et là, je peux mettre hum, je vais mettre 11 à 21. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ici? Tap, 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 tap. Attends, si je prends 11 encore. Ok, évidemment. Et là- Ah, ok, d'accord. Là, on a dit qu'il faut toujours mettre la liste, une liste de listes. Faire ceci. Bon, parfait. Donc, je pourrais faire la même chose. Alors, comme je l'ai indiqué au départ, rassurez-vous toujours de lire les erreurs. Parce que je sais que nous avons une habitude généralement de paniquer lorsque nous avons une erreur qui surgit, mais il faut toujours se rassurer que nous avons bel et bien lu ce que était l'erreur. C'est bon, ça? Ok, parfait. Et donc, après ça, mhm, voilà. Bien, je vais revenir simplement à l'exemple que nous avions au départ pour nous faciliter la tâche. Yep. Et là donc, nous avons cela. Et on a parlé donc des reshape. Ici, voilà. Quand on dit shape 0, rappelez-vous que lorsque vous avez, bon, je mets ici, et que vous cherchez le shape, voilà, normalement, ça c'est voilà, ça vous donne 10, mais vous pouvez en fait parcourir les différentes dimensions. Donc, vous pouvez, si vous mettez, sorry, parce que vous mettez 0, ça vous donne la première dimension. Parce que vous mettez 1, ça vous donne, normalement, ça devait donner normalement la deuxième dimension. Mais comme là, nous n'avons qu'une seule dimension, donc voilà. Alors, ici, donc, il va donc transformer cela donc en 0, c'est-à-dire nous avons donc ici un vecteur, tout simplement 10, donc 10 valeurs linéaires, et là, qu'il transforme en fait en matrice en augmentant une deuxième dimension. Et là donc, on change juste la ligne de valeur qui va de 1 jusqu'à, je crois, à 10,
Et là, nous avons donc une matrice maintenant de dimension 10,1. Donc des vecteurs A matrice avec la fonction reshape. Alors, il y a une autre fonction, ça c'est la fonction squeeze. En fait, la fonction squeeze, ça permet de réduire des dimensions. Et ici, nous avons donc la dimension, ça c'est la dimension 10,2. Et là, lorsqu'il réduit des dimensions, eh bien ça revient à 10. Ben, si on doit voir, c'est que ça peut faire ici. Si je fais ça, pareil, 1, si je regarde le shape, c'est 3, 4. Alors, si je squeeze, je crois que cela peut nous permettre, sorry, squeeze, ok, je pense ici, je peux juste me rassurer que, on me rassurer ce que, et là je cherche le shape pour voir, voilà, donc, ah, ok. En tout cas, je m'abstiens de trop discuter sur ces points-là, mais tout simplement, ce que nous devons savoir, c'est que ça réduit en fait, ça élimine en fait la dimension 1 lorsque nous avons un vecteur, comment dire, une matrice qui est des dimensions donc 10, 1. Si on veut faire une opération avec des vecteurs, là, simplement, il nous suffira donc, si on veut enlever la dimension, d'utiliser la fonction squeeze. Reshape, ça nous permet donc de changer des dimensions et ça nous facilite en fait certaines opérations. Mais aussi la fonction squeeze, ça nous permet aussi, je crois, de faire le calcul vectoriel et ça nous permet de ramener en fait une dimension, comment dire, de supprimer la dimension 1 de notre matrice. Bien. Alors, la dernière fonction, c'est la fonction concatenate. Et ici, concatenate, c'est-à-dire simplement mettre ensemble. Et pour faire la concaténation, j'espère que les mots existent en français, normalement, on choisit sur quel. Est-ce qu'on veut faire, on veut mettre ces éléments de manière horizontale ou de manière verticale. Et ça, on choisit donc l'axe. Si on veut le mettre euh, verticalement, donc on choisit par exemple l'axe 0. Et si on veut le mettre verticalement, plutôt horizontalement, on choisit l'axe 1. Alors là, nous allons voir ce qui se trouve ici dans le tableau 23. OK. Tableau 23 contient ceci. Tableau 24, voilà, ça contient le 1. Et puis, on peut donc avoir tout simplement un autre tableau qui en fait met ensemble. Et là, utilisez parenthèse, on met ensemble le tableau 2,3 et le tableau 2,4. On fait la concaténation. Et là, on dit axe 0, c'est-à-dire que cela, ça va le faire de manière verticale. Alors, lorsque nous voudrons avoir cela de manière horizontale, il nous suffira tout simplement de mettre l'axe 1. Donc là, vous voyez ça ici, c'était la matrice 23 et là, c'est la matrice 24. Donc, si vous voulez mettre ensemble deux matrices, il suffit tout simplement de jouer donc avec la concaténation. Eh bien, là, je crois que on doit avoir, je crois, le même nombre de colonnes pour se faire avec ça. Donc, il y a deux axes, il y a l'axe des X et l'axe des Y. Donc, ici, si on veut mettre les éléments, on veut concaténer, on veut mettre ensemble les tableaux de manière verticale, il suffit tout simplement de mettre 0 ici. On choisit l'axe avec 0. Et si on veut le faire de manière horizontale, eh bien, on choisit avec l'axe 1. Donc là, ça fait donc deux fonctions. Et comme je l'ai dit, c'est-à-dire il y a la fonction de concaténation
Et aussi, il y a la fonction squeeze qui permet de réduire des dimensions et la fonction reshape qui nous permet de changer des dimensions. Bien, alors, mhm. Ok, voilà. Donc, il y a un exercice qui est là, mais je vais pas trop m'atteler dessus. Bien, donc, c'est un exercice, ça sera dans les notebooks, genre, il suffira tout simplement, c'est un exercice en fait juste de manipulation des données. Donc là, vous définissez, c'est une fonction en fait. J'espère que dans le premier webinaire, on a expliqué comment créer une fonction. Eh bien, ici, on vous dit tout simplement, vous définissez les nombres de lignes, les nombres de colonnes, et puis voilà. Et puis, ça vous renvoie en fait, là, je peux le faire comme ceci si vous voulez. Et là, j'ai ma fonction, nombre de lignes, nombre de colonnes, et puis ça crée la fonction. Et là, ça va créer une fonction de manière aléatoire. Donc, je peux tout simplement appeler ma fonction ici, et bam, et il suffira tout simplement de faire des changements ici. Eh bien, si vous vous rappelez bien, c'est efficient en fait d'avoir des fonctions. Ça vous facilite la tâche, ça vous facilite la vie lorsque vous faites la programmation. Bien, alors, hmm, voilà. Alors, il y a d'autres manipulations, en fait, des éléments de matrice. En fait, ça nous permet donc d'accéder à des valeurs dans une matrice. Ça nous permet d'accéder, pardon, à des valeurs des différentes lignes, des différentes colonnes. Et cela, il y a en fait plusieurs manières de le faire. En fait, le premier élément, c'est qu'on définit d'abord notre tableau. On a déjà défini comment faire cela. Alors, si je vais avoir l'élément de la première ligne, première colonne, non, 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 attention. Ici, je vais juste te rappeler que si on se rappelle très bien, Python, il commence le comptage par zéro. Donc, ce qui est première ligne, ça c'est c'est zéro. Et puis, deuxième colonne, en fait, qui est considérée comme première colonne, donc deuxième colonne, parce que là, pour les colonnes, on compte ici 0, 1, 2. Donc là, on a donc 0, 1, ça nous donne simplement l'élément qui se trouve à la première ligne, deuxième colonne. Et là, donc, vous pouvez prendre, en fait, autant de valeurs là-bas, mais c'est rassuré que vous êtes dans la dimension ici, qui est donc le tableau 25. On va rajouter le shape. Et donc, rassurez-vous que vous avez des valeurs qui sont entre 2 et 3 pour naviguer en fait dans votre tableau. Alors, puis, on peut donc avoir une euh, comment dire, c'est une sous-matrice, si je peux dire cela. Donc, extraire une matrice de, comment dire, de la grande matrice 25 que nous avions. Et là, on peut se décider, par exemple, de remplacer ces valeurs-là par par une certaine valeur. Et pour affecter ces positions là-bas par la valeur, par exemple, 10, eh ben, il suffit tout simplement de faire cela. Et là, on peut donc changer. Par exemple, on change ça avec 5. Et donc, on peut changer ou on peut, comment dire, on peut remplacer une sous-matrice d'une base matricielle, comment dire, d'une grande matrice que l'on a définie au départ. Bien. Alors, à part cela, eh bien, je crois que l'on peut tout simplement naviguer, on peut extraire, c'est toujours une manière d'extraire certaines valeurs. Donc, c'est rassuré, par exemple, si dans un tableau on a des valeurs inférieures à 5, eh bien, là, on a juste quelques notions des logiques. Et là, on peut dire, par exemple, par ici, attention, on demande d'extraire les éléments qui sont inférieurs à 5. Et là, nous avons donc une autre matrice, je crois, qui extrait en fait les éléments qui sont qui sont inférieurs à 5.
Et là, on peut dire, par exemple, toutes les valeurs qui sont inférieures à 5 dans notre matrice, on les remplace par une telle valeur. Et là, par exemple, je peux voir cela. Et je viens ici, on dit que toutes les valeurs qui sont inférieures à 5, on les remplace par 4. Et ça, c'est parmi, en fait, les manipulations qui peuvent être faites sur nos matrices. Bien. Alors, à part cela, ben, je voulais demander à Enoch combien de temps il nous reste. On Parce a, que je vois parce qu'il est 22 heures. on a, on a, normalement, on n'est plus dans les temps prévus. Parfait. Je ne sais pas si tu vas continuer avec la partie 2 ou comment. Ben, je crois que la partie 2 peut être reportée. Cependant, eh ben, comme on a commencé avec retard, si on peut avoir juste 5 petites minutes juste pour parcourir très rapidement certaines opérations mathématiques avec avec les arrays, c'est-à-dire avec les matrices, eh bien, là, je vais y aller très rapidement. Donc, on a déjà dit, on peut donc calculer, comment dire, on peut créer nos matrices en utilisant soit des fonctions prédéfinies, c'est-à-dire pour créer des matrices aléatoires ou des matrices bien fixes, bien connues, mais aussi on peut utiliser des listes de listes pour créer en fait une matrice selon notre désir. Alors, la première opération, comme on le sait, on peut en fait additionner tous les éléments d'une matrice. Et pour ça, il vous suffit tout simplement d'utiliser la fonction sum. Donc, on a le nom de notre tableau de notre matrice. On utilise la fonction sum. Et puis, nous avons cela. On utilise ça, mais attention, ici, on spécifie suivant quel axe. Parce qu'ici, on a pris au total, je vais mettre en fait ceci ici. Ensuite, tableau 29. Voilà. Donc ici, ça additionne en fait toutes les valeurs qu'il y a là-bas. Donc 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. Et là, on peut choisir en fait l'axe. Voilà. Et là, si vous voyez très bien, ça a donc additionné les éléments qui se trouvent sur la même colonne, genre de manière verticale. 1 plus 4, 2 plus 5, 3 plus 6. Là, en choisissant l'axe, euh, verticale. On peut choisir l'axe horizontal, c'est-à-dire parcourir de manière horizontale. Et là, tout simplement, c'est qu'on fait, c'est-à-dire on additionne en fait les valeurs horizontalement. 1 plus 2 plus 3 et 4 plus 5 plus 6. Alors, là, il y a ce qu'on appelle la somme cumulée. Voilà, ça c'est toujours avec l'axe, comment dire, l'axe vertical. Et à part ça, on peut aussi faire le produit des valeurs, mais aussi, on peut aussi faire, je crois, une somme cumulée des valeurs. Donc, de manière cumulative, plutôt un produit cumulé des valeurs. Eh bien, on peut découvrir aussi la valeur maximale que nous avons dans notre tableau. On peut calculer la moyenne des valeurs. On peut calculer le quart type de valeur. On peut calculer toutes ces notions ici. Je crois que lorsqu'on sera en train de parler des notions en machine learning, des fois, je crois de manière un peu plus avancée, on sera en train de réexpliquer certaines notions comme la variance et l'écart type. Mais pour le moment, je passe tout simplement et je rappelle que on peut en fait naviguer avec toutes ces fonctions là-bas pour faire un peu de statistiques élémentaires. Eh bien, alors, je crois que les autres fonctions, on sera en train de les découvrir avec le temps. Cependant, il y a une fonction intéressante que ça, c'est juste tout simplement pour parler de un peu de statistiques. Alors, ici, là, j'ai une fonction intéressante ici. Ça, c'est la fonction euh, core coefficient, c'est-à-dire qui nous permet de calculer la corrélation
la corrélation de, donc la matrice des corrélations, ici, c'est entre les vecteurs. Parce que si vous vous rappelez bien, lorsque vous avez votre tableau 31 ici, ça, sorry, je mets ça ici. Tableau 31, c'est tout simplement des vecteurs. Quand je parle des vecteurs, c'est qu'il faut voir ça comme ceci. Et donc, on peut voir quelle est en fait la relation qui existe entre les différentes colonnes. Et pour ça, il vous suffit tout simplement de faire donc la matrice des corrélations. Et là, on sait voir en fait la corrélation qui existe entre les différentes colonnes de cette matrice. Eh bien, j'espère que plus tard, on pourra donc revenir sur certaines autres notions relatives à NumPy et puis entamer Pandas. Toutes nos excuses pour les débuts avec retard. Eh bien, ce que je voulais donner comme conclusion, c'est que NumPy, c'est parmi les bibliothèques de base que l'on utilise en fait dans les data science, qu'on utilise pour faire certaines opérations matricielles. Et plus tard, on verra que cela peut être utilisé de plusieurs manières pour faire des calculs d'optimisation, des calculs beaucoup plus avancés en fait, même dans les machine learning en général. Voilà, ainsi dit, je vous remercie et j'espère que cette partie a été un peu comprise. S'il y a des questions, ils sont les bienvenus. Ok, merci beaucoup Albert. S'il y a des questions au niveau de l'audience, c'est maintenant l'heure de questions. Nous rappelons qu'Albert a pris la main pour, euh, pour remplacer normalement l'ingénieur qui devait présenter. Aujourd'hui, il est empêché. Il y a eu l'incident par rapport à la connexion. Alors, il a fait la première partie NumPy. C'était prévu aussi de faire Pandas, mais malheureusement, on n'a fait qu'une seule partie. Ça ne me dérange pas de pouvoir rattraper cela pour la prochaine séance. Question. Alors, il y a pas assez je vois, il n'y a pas de questions au niveau. Parfait. Donc, s'il n'y a pas de questions, ben, d'accord. Je crois que le notebook, la partie anticipée, je crois qu'elle sera peut-être partagée ou je sais Que la pas. main, s'il vous plaît. Oui, Jacques. Ah, ok, il y a une question. Jacques est là. D'accord, merci beaucoup. Euh, je tiens vraiment à remercier euh, la personne qui a assuré le relais, comprenant que les machines ont de caprices. Malheureusement Ouais. que pour cette soirée, il n'y a pas eu de technique pour répondre à cette caprice. Je remercie vraiment M. Albert pour cet exposé magistral. Et Merci. j'ai vu vers la fin, ce n'est pas une question que j'avais. Oui. C'est une demande sur les calculs statistiques en Oui. présence des données. Oui. Oui, je ne sais pas si vous pouvez essayer de dire un mot là-dessus avant de clôturer. Que Euh, ça, c'est ça. Tu as parlé des calculs statistiques par rapport à quoi? En présence de données manquantes vers la Ah, fin là. ah d'accord, d'accord, d'accord. En présence des données manquantes. Ok. Euh, ok, d'accord. Alors, une chose que je sais, minute, ben d'abord, on peut même exécuter dans notre cellule. Alors, donc là, on va faire ceci. Minute. Alors, là, nous avons donc notre... Ici, on se rappelle en fait de la création random. Ici, donc, on a sorry, on a notre matrice avec des données. Ok, mini. Matrice avec
des données comme ceci, c'est-à-dire une distribution uniforme. Alors, ici, euh, tout simplement, je crois, l'auteur voulait montrer en fait la possibilité que euh, Python, plutôt pas Python, mais plutôt NumPy, peut toujours faire certaines opérations, bien que nous avons des valeurs qui sont manquantes. Et là, je peux donc, ici on va insérer quelque part, sorry, on va insérer, top. Là on insère quelques valeurs, on insère euh, le na, c'est-à-dire valeur manquante ici, le 33, ok. Et là, vous voyez que là nous avons donc un nan. Alors, ici, on va, euh, euh, voilà, je vais essayer de faire la somme d'abord et voir ce que ça va me donner. Voilà. Alors, là, lorsque je fais la somme, ça me dit nan, effectivement parce qu'il y a une valeur manquante là-bas. Cependant, euh, ici, ce qu'il voulait faire, une minute. Voilà, il calcule simplement la proportion des valeurs. Quand? Let me check this. Oui. Alors, je me rappelle. Voilà. Ça, c'était tout simplement genre une proportion des valeurs manquantes. Mais je me rappelle pas comment, non pas minute. Sorry. Hmm. Alors, donc ça c'était c'était, je crois qu'il y a la manière en fait de faire une somme, connaissant que nous avons un nan. Je vais voir ici si ça peut marcher. Alors, je vais faire ça. Donc là, ça me donne nan, mais ici, je crois, np nan sum. Je vais voir si ça veut donner ça. Nan sum. Et là, si je prends un tableau, 33. Voilà. Alors, il y a donc, il y a donc une fonction qu'on appelle NaNsum. C'est une fonction, en fait, qui vous permet, en fait, par rapport à l'auteur, il veut donc montrer comment on peut donc calculer la proportion de valeurs, euh, comment dire, avec nan ici. Ici, il a utilisé la fonction nanmin. Ça permet en fait de calculer la moyenne en ignorant les nan. Et là, je viens donc de parler aussi de la fonction nan-sum qui nous permet en fait de faire l'opération en ignorant la valeur manquante. C'est juste ça, Monsieur Jacques. Donc, c'était en fait pour montrer que c'est aussi possible d'effectuer des opérations bien que nous avons des valeurs manquantes. Mais rappelez-vous toujours que lorsque vous devez faire une manipulation des valeurs, dans des données réelles, il faut se rassurer que est-ce que c'est important de garder les valeurs manquantes ou il faudra les imputer, c'est-à-dire faire une interpolation ou un remplissage de valeurs ou les éliminer. Je crois que j'ai répondu à ta question. En fait, ici, c'est tout simplement comment utiliser, donc faire quelques manipulations, sachant que nous avons des valeurs manquantes dans notre matrice. Merci beaucoup. Je suivis avec intérêt. Merci à vous. J'avais une autre question. Je ne sais pas Oui. si vous me suivez. Oui, je vous suis, je vous Oui, suis, oui. c'est en rapport avec... bon, je sors un peu de cet exposé. Vous Oui, voyez, lorsqu'on fait le pré-traitement des données, oui, oui, lorsqu'on fait le pré-traitement des données, il y a une, euh, une séquence de code où on peut chercher à voir
les statistiques. On dit data.describe. Oui, oui, ça c'est lorsque tu es en train d'utiliser effectivement le Pandas. Oui. Oui. Hmm. Ah oui, je voulais demander si les calculs qui est effectués à ce niveau-là concernant le quart type, la moyenne et le reste, si c'est NumPy qui le fait ou bien c'est Pandas. Voilà un Bien, peu la question. oui. Oui, oui. Au fait, je crois que Pandas aussi a déjà des fonctions aussi prédéfinies pour la somme et ainsi de suite. Donc, les calculs qui sont faits là-bas, c'est... Au fait, Pandas, c'est un paquet tout entier. D'accord? Qui comprend déjà toutes ces fonctions, la fonction somme, la fonction variance, ainsi de suite. Et donc, lorsque tu as déjà appelé ton data frame en utilisant Pandas, en fait, je crois qu'il utilise simplement les fonctions des Pandas qui sont, comment dire, la fonction describe contient en fait toutes ces fonctions déjà prédéfinies dedans. Et c'est possible que ce soit basé sur NumPy, mais je ne sais pas en fait euh, directement c'est qu'il y a dedans. Parce que je n'ai jamais checké ce qu'il y a derrière describe. Je l'utilise seulement comme ça. Ah, d'accord, merci. C'était Jacques pour l'audience. C'était Jacques Loussa, C'est étudiant en un master plaisir. à l'université de Mbujimaï et ambassadeur du Congo Tech Pamoja au niveau de cette contrée. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir, Monsieur Jacques. Merci beaucoup pour vos questions. D'accord. Bien, merci. Voilà, donc s'il y a plus de questions, j'espère que dans les séances prochaines, nous allons donc commencer à temps et on va se permettre en fait de compléter la session d'aujourd'hui pour vous donner donc la première main sur la base de manipulation des données ou des grandes données en fait en général. Bien, merci à vous. Merci, cher et donc merci à Michael pour la préparation du notebook. Et merci à tous pour la participation. Alors, une chose que je voulais rappeler, en fait, il y a toujours le poste pour les ambassadeurs qui est en ligne. Et donc, il faudra suivre et postuler, en fait, sur ces différentes notions là-bas. En tout cas, ne ratez pas, on vient de mettre le lien encore dans le chat. Donc, prière, chers amis, de compléter cette partie-là et je crois que vous aurez l'entretien avec les différents cofondateurs de Congo Tech Pamoja. Bien, je vous remercie. Excellente soirée à tous et bon week-end. Si. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.